Eh ben, ça a été fatigante cette deuxième mi-temps et cette rencontre où on a franchement vécu de bons moments, surtout avec cette victoire 3-2 face aux Lyonnaises. Et oui, 3-2, une victoire enfin qui permet de nous relancer dans le championnat et permet de nous mettre à l'écart des Monégasques qui revenaient sur nous et permet aussi de mettre à 10 points les Lyonnaises. Les amis, ça fait plaisir cette victoire avec ce spectacle en deuxième mi-temps. Voilà, donc un spectacle ahurissant pour certains joueurs, dont la rentrée d'Amine Gouiri. On va en parler d'Amine Gouiri, on va parler de Greenwood, l'homme du match selon la Ligue. D'autres joueurs ont été très bons sur le terrain, on va en parler quand on verra un petit peu les notes de l'équipe principalement. Et on va parler surtout du Mercato. On va commencer par le Mercato qui chauffe dans les derniers jours et le dernier jour, puisque c'est le dernier jour. Il nous reste exactement, regardez bien l'heure qui est là-bas à gauche, ou à droite plutôt pour vous. C'est 3h55 du matin. Bon là, il est 4h, vous vous dites, mais il est malade. Mais non, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. 4h du matin, donc on a encore 19h. 19h, oui, exactement, et 4 minutes, et 37 secondes. 36, 35. Bon, j'arrête. Voilà, vous êtes en live avec moi. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à vous saluer, pour ceux qui veulent se saluer. Voilà, donc vive le foot chez Savage Foot. Et on enchaîne avec l'intro, puisque j'allais pas dire allez l'OM, puisqu'on enchaîne avec l'intro. Let's go pour l'intro. Cacao. Tout en haut. Et allez l'OM, et la photo qui fait plaisir. La photo qui fait plaisir avec tout l'effectif. Voilà, tout heureux. La communion avec le virage derrière où il y a eu un spectacle où ils ont dansé dans tous les sens avec Robinho Vaz, le petit jeune de 17 ans qui n'est pas rentré aujourd'hui mais qui est là, qui est content, qui monte toutes ses dents. Tous les joueurs sont heureux, même les remplaçants, même les jeunes comme Bakola qui n'a pas de temps de jeu, même Jonathan Dro. Voilà, vous le voyez sourire dans le loin. Vous voyez même Amine Gouiri derrière le point de Robinho Vaz et vous voyez plein de joueurs contents, heureux. Et ça fait plaisir à voir. Tout le monde est heureux, je suis heureux, vous êtes heureux. J'espère que vous avez bien dormi pour ceux qui se lèvent et qui regardent la vidéo. On va enchaîner d'abord le Mercato et après on reviendra sur la rencontre. Tout d'abord, une autre photo qui m'a fait plaisir, c'est celle-là. La hargne, la rage d'Højbjerg. Voilà, il a montré ce que c'est, la hargne d'un viking sur le terrain. Voilà, il a éteint Cherki et il a regardé, il a toisé du regard pendant la rencontre. On va en parler tout à l'heure pour les prestations. Allez, on enchaîne avec le Mercato pour l'arrivée de qui? De Dedić. Et oui, on l'a annoncé, ça y est, ça va être annoncé aujourd'hui, donc ce lundi, officiellement ce matin sûrement. L'OM va faire son petit article avec marqué Dedić, formé Ali, formé Ala, voilà. Et moi, je vous détaille un petit peu plus la chose. Donc, je vous ai détaillé hier le joueur, quel profil c'était, mais je détaille pas tant que ça quand je fais mes vidéos parce qu'il n'y a pas le temps. Là, je vous détaille plus précisément le joueur, comme vous voyez, dans tout ce qu'il y a en vert, c'est par rapport aux latéraux dans le championnat autrichien, j'allais dire danois. Dans le championnat autrichien, il est supérieur à 100% des joueurs, comme vous le voyez, dans les dribbles réussis, dans les courses progressives vers l'avant, dans les passes tiers adverses, dans les 33 derniers mètres. Donc tout ce qui est offensif, il est supérieur à tous les latéraux de la D1 autrichienne. Donc c'est un joueur vachement offensif. Pareil pour les passes précédant un tir, donc les dernières passes décisives. Pareil pour les duels offensifs. Donc c'est un joueur qui va beaucoup provoquer, qui va beaucoup être en attaque par rapport à son profil. Derrière, il a des défaillances, bien sûr, comme le côté défensif. Vous voyez en rouge, 6 et 6, c'est duel défensif. Donc il n'est pas supérieur aux autres latéraux de D1 autrichienne. Et interception. Pareil pour les buts, il n'est pas efficace. Et pareil pour les centres réussis. Donc il devra un petit peu ajuster ses centres. S'il est amené à faire des centres, parce qu'il va être amené à faire des centres en termes de piston. Il jouera en piston, pas en défenseur central. Donc il va nous apporter sur le couloir gauche ou couloir droit. Il est polyvalent, ambidextre, plus droitier que gaucher. Comme vous voyez sur l'écran, à gauche, tout à gauche, il y a des points verts, des points jaunes. Plus c'est vert, plus c'est son poste préférentiel. Donc il jouera plutôt côté droit. Donc il va remplacer, pourquoi pas, Luis Enrique. Et Luis Enrique remplacerait peut-être Merlin. Donc Merlin est un peu moins en forme en ce moment, on va en parler tout à l'heure. Donc un joueur qui serait intéressant pour la concurrence avec Merlin, concurrence avec Luis Enrique, concurrence avec tous les joueurs qui joueront sur les couloirs. Voilà un petit peu le détail plus précis. Je ne vais pas rester 150 ans et on enchaîne derrière avec le Mercato. Pour Anselmino qui devrait être la 4e recrue. Après Luis Felipe Ramos, défenseur central. Amine Gouiri, attaquant, polyvalent. Donc le joueur qu'on vient de citer, Dedić, piston, droite, gauche, polyvalent aussi. Et maintenant, un défenseur central, Aaron Anselmino, qui sera prêté à l'OM sans option d'achat. Donc c'est un prêt sec, un peu à la Saliba. On va peut-être le regretter ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est un prêt sans option d'achat. L'OM couvrira son salaire entièrement. Donc il a un petit salaire, il vient d'Argentine, il vient d'arriver à Chelsea. À mon avis, on a fait le point en live. Il ne touchera pas plus de 70, 75, peut-être 100 000 maximum par mois. Ouais, il nous reste 5 mois, on va lui donner peut-être un demi-million, peut-être, en termes de salaire. Mais ça ne sera pas un gros salaire de 500 000 € par mois.
Donc, c'est pas de risque dans le sens financier. Par contre, c'est un risque dans le sens où il n'a pas d'expérience européenne. Ça, il faudra voir sur le terrain. Il est très bon là-bas à Boca Juniors, sur une vingtaine de matchs. Maintenant, il faut qu'il prouve en Europe. C'est plus compliqué que ça. Voilà, d'arriver dans un nouveau contexte, un nouveau championnat, une nouvelle langue à apprendre. Ça va être compliqué. L'adaptation doit être rapide. Il reste que 15 matchs. Alors, je ne sais pas si c'est un bon transfert. N'hésitez pas à me dire. Moi, j'estime qu'on aurait plutôt dû se positionner sur un joueur d'expérience à la Boskagli. Peut-être que c'est pas terminé. On va attendre de voir. Allez, donc bienvenue à toi en tout cas, Aaron, si tu arrives dans la journée où je dormirai. Allez, j'enchaîne avec le président Longoria qui sera sur RMC Sport à partir de 20h. À partir de 20h, il va passer sur RMC Sport et la raison ou les raisons de cette interview ne sont pas connues actuellement. Merci Anthony. Donc c'est une personne qui intervient sur BFM TV, donc on va prendre ça au sérieux. Pablo Longoria au micro d'RMC Sport pour le dernier jour du mercato, c'est bizarre. Ça pourrait être après le mercato pour faire un bilan. Mais pourquoi avant? Il reste 3 heures après. Est-ce qu'il va pas annoncer quelque chose de dingue? On peut imaginer une chose, voilà, Paul Pogba ou d'autres joueurs, ou peut-être un autre dossier, peut-être qu'on ne connaît pas encore. Mais en tout cas, on va suivre ça de très près. Je serai au taf, j'écouterai ça. Non, je ne serai pas au taf, je serai peut-être avec vous, tiens. Et pourquoi pas on l'écouterait en direct, en live? Ça serait sympa, ça. On verra bien. En tout cas, pour ceux qui sont en live là, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, c'est bon en live. J'enchaîne. Donc, Pablo Longoria. Annonce peut-être particulière. On enchaîne avec les demandes de De Zerbi. Donc il veut un joueur dans le milieu de terrain. Après l'arrivée de Dedic, piston. Après l'arrivée, je viens de citer tous les joueurs. Et après l'arrivée d'Anselmino, donc un nouveau défenseur central. Il faut dans l'entrejeu un milieu de terrain. Donc on va citer le joueur juste après. Et un autre, pourquoi pas en attaque. C'est pas sûr. Ça c'était pas sûr. C'était voir pourquoi pas en attaque. S'il y a une opportunité. C'était l'équipe qui avait relayé ça hier, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, mais je vous le remets en avant pour voir un petit peu où on en est sur le mercato, sur la dernière journée. Il nous reste jusqu'à 23h, hein, je vous rappelle. J'enchaîne maintenant avec le mercato parce qu'il y en a beaucoup à dire. Jonathan Rowe, qui a reçu un passeport jamaïcain, je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo dernière, et c'est juste pour mettre le sujet au point. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une recrue brésilienne, voilà, qui n'a pas de passeport européen, qui sera extra-communautaire, ou un Panaméen comme Murillo. Donc si on peut recruter un joueur qui est extra-communautaire, peut-être on peut penser aussi à des Coréens. Ang Wei-chan par exemple, je ne sais pas s'il a un passeport européen, mais je crois pas. Par exemple, on l'avait cité cet été. Donc des joueurs de ce domaine-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, il reste une place d'extra-communautaire, presque 2 avec Greenwood qui aura son passeport dans pas longtemps. Maintenant j'enchaîne sur les rumeurs les dernières. Comme Adingra, l'OM était intéressé cet hiver, on était intéressé cet été pour le recruter, mais Brighton a fait savoir qu'il ne quittera pas l'Angleterre. L'OM aurait fait, selon le média MLK Traoré, je ne sais pas qui c'est un journaliste ivoirien, parce qu'il est ivoirien Adingra, a proposé, selon lui, 24 millions d'euros pour Adingra. Ça me semble bizarre. Alors peut-être que c'était en lien à Amin Gouiri, il faut le penser. Peut-être à un moment donné, on a proposé à Amin Gouiri pour 22-23 millions d'euros pour Rennes. Peut-être que c'était avant la proposition de celle d'Amin Gouiri. Je vois ça comme ça, je ne vois pas autrement. Parce que ça m'étonnerait qu'on positionne autant d'argent cet hiver. Il ne viendra pas cet hiver, mais il faudra suivre ça de très près pour cet été, pour Adingra. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui partira cet hiver, c'est lui, Ismaël Koné. Donc Fabrizio Romano nous dit qu'il y a un accord entre Rennes et l'OM pour le prêt, et c'est conclu. L'accord est en place, tout dépend de l'OM pour trouver un remplaçant. Donc il faut trouver un remplaçant afin d'obtenir le feu vert pour le prêt de Koné. Donc on attend d'avoir le remplaçant, et on va en parler après. Tout d'abord, le dossier Ismaël Koné, qui est très intéressant dans le sens où on le recrute pour 12 millions d'euros, je vous rappelle. Et combien on le vend d'après vous? Parce qu'il y a un prêt, il y a une option d'achat du côté de Rennes. Regardez l'option d'achat, combien elle est estimée. 1 million d'euros, c'est un prêt payant pour la fin de saison. Donc Rennes va nous donner 1 million directement là. Et en fin de saison, selon certaines conditions, 14 millions d'euros. Ça fait 15 millions au total pour un recrutement de 12 millions et qui n'a pas convaincu. Franchement, on s'en sort plutôt bien. Alors, j'aurais voulu le voir, ce joueur, Ismaël Koné, mais s'il ne convient pas mentalement et dans le caractère, s'il n'a pas cette exigence qu'on doit avoir à l'OM, ben, il n'est pas fait pour l'OM. Voilà, donc c'est sur ce domaine-là. Le talent, je pense qu'il en avait. Il en avait à revendre. Par contre, c'est peut-être un joueur de club de moindre envergure, c'est-à-dire un Rennes. Vous voyez ce que je veux dire? Moins de pression. Par exemple, à Lens, il peut jouer, ou des clubs comme ça. Nice, c'est des petits clubs qui n'ont pas beaucoup de pression par rapport aux clubs marseillais. C'est les clubs les plus clivants de France avec les Puputiens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bonne chance à toi s'il part dans la journée aussi. Et son remplaçant, ça serait Nicolo Fagioli. L'OM continue de pousser pour faire venir Fagioli et a fait une offre de prêt avec option d'achat activable sous certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions? On ne les connaît pas. Quelles sont la somme de ce prêt-là? On ne connaît pas. Est-ce que c'est un prêt payant avec, comme Ismaël Koné font avec nous pour Rennes? Donc,
On va suivre ça de très près. Dans la journée, ça pourrait tomber. Je serai peut-être en train de dormir quand ça va tomber. Mais en tout cas, c'est le joueur qu'on vise, Fadjoli, pour remplacer Koné, la première piste prioritaire pour le milieu de terrain. Il n'y a que lui pour l'instant. Belayan, on l'a un peu abandonné. Ça parle de Lazio pour le recruter en prêt. Je pense que ça va être officialisé dans la journée. Donc Belayan, il n'est plus dans nos pistes. Et derrière, je n'en vois pas beaucoup, mis à part quelques joueurs qu'on va citer juste après. Concernant sa demande du côté de la Juve, il demande combien? 20 millions d'euros. On était parti de 30, on est à 20. Donc si l'OM fait un prépayant, je vous fais un petit deal comme ça au hasard de 5 millions d'euros pour la fin de saison, c'est énorme quand même pour 5 mois. Et derrière, on fait une proposition avec une option d'achat selon certaines conditions qui serait levée à 15, peut-être même plus pour monter au-dessus des 20 millions. Peut-être que la Juve va flancher. Par contre, il y a un domaine négatif, c'est qu'il y a la Fiorentina qui est toujours dessus. Et la Fiorentina a un accord avec le joueur. Donc le joueur veut aller en Fiorentina, peut-être rester en Serie A. Il n'a pas dit qu'il ne voulait pas venir à l'OM. On ne l'a pas vu sortir dans les médias, dans les infos. Mais par contre, il n'a pas d'accord entre la Juve et la Fiorentina. Donc il y a un accord entre entre le joueur et la Fiorentina, pas les clubs. Et l'OM est en pôle avec le club. Donc pour l'instant, l'OM est en accord avec la Juve presque en premier, on va dire. Il n'y a pas d'accord avec le joueur, mais on est plus proche de le recruter plutôt que la Fiorentina, parce qu'ils ont déjà recruté un joueur à son poste, c'est Cher N'Dour. Cher N'Dour est arrivé donc à la Fiorentina. Ils essayent un petit peu aussi de se séparer d'un autre joueur, Richardson au milieu de terrain, le Marocain. Ils n'y arrivent pas. Donc maintenant, ils sont peut-être bloqués, peut-être sur Fadjoli. Donc on va en rester là, sur le dossier Fadjoli. On va attendre de voir comment ça va se découpiller et on va enchaîner sur un joueur. On va revenir sur le milieu de terrain, vous inquiétez pas. Et essayez d'imaginer le milieu de terrain qu'on pourrait viser, qui ne serait pas Fadjoli, ni Belayan parce qu'il n'est plus là. Il pourrait avoir d'autres idées. Et on va enchaîner d'abord avec Bamo Meïté qui est sur le départ du côté de Montpellier. On en parle depuis quelques semaines, presque quelques mois on va dire. La confiance est de mise des deux côtés. Le club entraîné par Jean-Louis Gasset doit encore faire un effort financier. On est proche d'un accord entre l'OM et Montpellier. Un prêt payant sûrement, avec une option d'achat, je ne connais pas encore la somme. Mais on en reste là pour l'instant. Il devrait partir, je l'espère pour lui, qu'il ait du temps de jeu. Voilà, qu'il est dans une carrière, en début de carrière où il doit jouer. Voilà, il doit avoir du temps de jeu. Il a 22 ans. Il ne doit pas rester comme ça, bloqué à l'OM, ne plus jouer. Voilà, il ne doit pas être écarté dans un club s'il veut montrer son talent et faire une carrière potable. Si Meïté part, on a parlé d'Anselmino, mais il y avait cette rumeur aussi qui était sortie il y a quelques jours. Et Djikou n'est pas totalement morte selon Anthony. On va prendre ça avec de grosses pincettes vu que Anselmino, ça a été annoncé dans la soirée en même temps que ça. Donc on va se dire qu'Anselmino remplace Meïté. Et derrière Meïté, donc sera remplacé par Anselmino. Et derrière Djikou, on abandonnerait la piste. Mais on va le mettre de côté, on ne sait jamais si ça pourrait tomber dans la journée. Voilà, je vous le redis ici. Avec maintenant, passons sur Amine Gouiri qui sera présenté. J'ai oublié de vous en parler. Amine Gouiri sera présenté aujourd'hui à 13 h. Donc ça concerne le mercato, puisque c'est par rapport à son transfert. Il y aura Fabrizio Ravanelli qui va le présenter. Donc j'enchaîne avec ça et j'enchaîne avec maintenant le milieu de terrain. Donc pour le milieu de terrain, si ce n'est pas Fadjoli, ça pourrait être un joueur qu'on avait cité dernièrement, Andrea Pereira. Vous vous en souvenez, on le citait il n'y a pas si longtemps que ça, Andrea Pereira, le milieu de terrain de Fulham. Palmeiras était dessus, il s'était vraiment intéressé. Derrière, Palmeiras a abandonné la piste, puisqu'ils sont sur le Emiliano Martinez, l'Uruguayen de Midtjylland. Ils abandonnent la piste. Maintenant, Andrea Pereira est sans club, pas sans club, mais il est à Fulham, il lui reste 1 an de contrat. Mais derrière, est-ce qu'il va choisir de rester à Fulham et prolonger? Pour l'instant, il ne veut pas. Ou est-ce qu'il va venir à l'OM? Il y a un autre joueur aussi qu'on peut citer, c'est Pogba. D'abord, avant de revenir sur Pereira, Pogba, attention que l'histoire de Longoria sur RMC n'annonce pas quelque chose comme Pogba. Peut-être ça peut être un scénario probable. Après, sur Pogba, je vais rester mesuré et moi je vais vous dire, on a largement le temps de le recruter dans le sens, s'il a envie de venir à l'OM, il donne son accord verbal et on fait un accord pour un joker médical, voilà, à partir de février-mars, passe dans ce mercato d'hivernal. Et on le prend pour mars, voilà, il pourra jouer à partir du... Combien? Allez, je vous l'avais cité tout à l'heure. Allez, n'hésitez pas à me dire dans le chat. Le 11 mars. À partir du 11 mars, il pourra jouer. Et ça tombe, voilà, comme par hasard. Voilà, on l'a vu tout à l'heure, contre Paris. Voilà, le premier match qu'il pourrait jouer officiellement, ça serait Paris-OM, le 16 mars. Est-ce que c'est un signe? Ça pourrait être un signe. Donc je reviens maintenant. Et sur Pogba, on va rester là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur Pereira. Donc Pereira, il est à Fulham et il ne veut pas prolonger à Fulham. Ça, c'est une donnée importante. Palmeiras abandonne. L'OM était dessus. Peut-être qu'en soupçonne, ça travaille. Si ça ne se fait pas avec Fadjoli, peut-être qu'on a cette piste-là qui ressortirait dans les dernières heures. Donc, on va suivre ça de très près. On ne sait jamais pour Pereira. Il y a un autre joueur aussi, encore une fois. Donc, Pogba, Pereira, pourquoi pas Fadjoli, d'abord en premier lieu. Un autre joueur qu'on a oublié peut-être. Vous avez peut-être oublié, on l'avait cité cet été, qui s'est blessé.
un joueur algérien, si je ne me trompe pas de nationalité, j'espère ne me pas tromper. C'est lui. Merde. Merde, l'information est tombée. Enfoiré. C'est lui. Alors, merde. De Zerbi promet de recruter Benasser en janvier. Vous en souvenez de Benasser, Ismaël? Blessé avec l'AC Milan. Il est revenu sur le terrain. Il a joué dernièrement. Il a même joué hier ou avant-hier avec l'AC Milan. Et regardez bien. Fais tes matchs. On se reparle en janvier. C'est ce qu'il lui avait dit cet été. On est en janvier? Non, on est en février. Donc il a peut-être parlé avant même. On est en février, c'est vrai, j'ai oublié. Mais attention que ça soit pas cette surprise qui soit annoncée aussi par Pablo Longoria. Pourquoi pas, si Fadjoli ça se fait pas, Benasser. C'est pas le même profil, c'est un peu plus défensif. Mais point de vue qualité technique, point de vue qualité, point de vue exigence, point de vue tout ce que vous voulez, ça nous apporte un plus énorme au milieu de terrain. Déjà qu'on a un milieu de malade, en parlant de Rabiot, Højbjerg, même Rongier on peut le mettre dedans, et même Kondogbia quand il est en forme, un milieu quand même costaud. Imaginez-vous un Benasser en plus. C'est niveau Ligue des Champions les amis, tout simplement. Donc Benasser, ne pas sous-estimer cette piste-là. Donc Benasser, il est là, vous le voyez, et il vaut 14 millions d'euros. C'est pas rédhibitoire pour l'OM, il a contrat jusqu'en 2027, donc on pourrait se positionner dessus. Pourquoi pas? Lui il ne dirait pas non, il a jamais dit non. Voilà, concernant Benasser qui a joué 8 matchs, il revient de blessure bien sûr, une passe D. Et il pourrait nous apporter quelque chose de mieux dans ce milieu défensif. Comme vous voyez, il a joué 7 matchs milieu défensif et milieu central, 1 match. On va pas détailler Benasser, sinon ça va être trop long. Et on va passer maintenant directement sur la compo que ça pourrait donner après ce mercato. Voilà la compo que ça pourrait donner. D'abord, une compo avec Pereira qui serait recruté en termes de milieu. Voilà, donc vous voyez qu'il y a Pereira qui est un cran au-dessus, avec Rabiot un cran reculé et Højbjerg un cran reculé. On pourrait avoir aussi à la place de Pereira, je vous change le joueur, Fadjoli. Après, faites pas attention au positionnement, mais ça serait un milieu à 3, plus ou moins, pour moi, avec un Fadjoli peut-être plus offensif, ou Rabiot à la même hauteur. Donc un milieu à 3 en triangle, avec Højbjerg point de basse, Rabiot à gauche, Fadjoli à droite. Mais j'arrive pas à le faire, donc ça sera comme ça. Donc Fadjoli, ou on n'oublie pas Benasser. Alors Benasser, on le met là. Par contre, on met Benasser ici, et Rabiot, donc un cran plus haut, comme il joue actuellement. Donc il serait pas milieu offensif, créateur numéro 10, mais il serait un cran plus haut, pour être le relais entre Guiri et Greenwood. Dedic à droite, Henrique à gauche, Kondogbia préféré à Anselmino parce que pour la jeunesse, la datation est ici là pour l'instant. S'il revient de blessure, Kondogbia bien sûr. Et Felipe Ramos, titulaire. Murillo pour l'instant convient bien, mais on l'a pris pour jouer. Donc voilà un peu ce que ça donnerait à la fin du mercato, notre compo pour finir la saison, si ça se déroule comme on peut l'imaginer. Maintenant, on est plus sur Fadjoli plutôt que Pereira, plutôt que Benasser. Je mets pas Pogba parce qu'il pourra pas jouer avant mars-avril, donc je mets pas Pogba. Et imaginez le truc avec Pogba, ça serait un milieu de malade. Pogba, Rabiot, Højbjerg, on explose tout. Allez, j'enchaîne maintenant avec le résultat. 3-2 face à Lyon et on enchaîne directement. On est déjà 17 minutes, j'avais dit essayer de faire 30 minutes, ça va être difficile, mais on enchaîne. Oubliez Benasser, non, j'oublie pas Benasser. 3-2 pour l'OM avec un but de Greenwood qui égalise après le but de Tolisso 8 minutes avant, après le but magnifique d'Adrien Rabiot, avec cette louche. Ça fait la deuxième louche qui nous met Greenwood. Hein. Attention, à la troisième, je punis. Mais Greenwood, il nous met une louche en début de l'occasion. Louche devant la surface, à 25 mètres, pour la tête d'Højbjerg en retrait. Tête de Rabiot. Je croyais que c'était Amine Gouiri au début. Je me suis enflammé comme un dingue. J'ai dit, oh oui, mon petit Amine. C'était pas Amine. Même si Amine a apporté beaucoup. On va en parler d'Amine. Luis Enrique qui marque le but de la victoire. Magnifique, efficace. Luis Enrique qui marque contre les grosses équipes. On va en parler aussi énormément de Luis Enrique qui a passé un cap depuis qu'il a enlevé son appareil dentaire. C'est un autre joueur. Depuis qu'il a une deuxième femme, c'est un autre joueur. Depuis qu'il a un nouveau enfant, c'est un nouveau joueur. Depuis qu'il a été prêté à Botafogo, qu'il est revenu, c'est un nouveau joueur. Un nouveau joueur depuis qu'il y a De Zerbi, un nouveau joueur. Luis Enrique, une recrue. C'est une recrue tout simplement. Faut pas négliger ça. Donc vous voyez les stats, 20 tirs, 2 fois plus de tirs, 64% de possession de balle, c'est toujours la même chose, plus de passes ici et là. La composition, je vous la montre. Donc il y avait un bas qui blesse là. Par contre, on va en parler de ça et on va aller sur l'autre écran pour voir la compo. Là, vous la voyez ici. Allez, je vais vous citer juste la compo, vite fait, bien fait. Rulli au gardien, Murillo à droite, Balerdi dans l'axe, Cornelius pour la défense, avec l'absence de Kondogbia. Luis Enrique à droite en termes de piston, Canterman à gauche, Højbjerg, Rongier. Beaucoup de cartons, tiens, ça fait, j'ai pas fait attention. Bilal Nadir, titularisé à la place de Mopé, on va en parler pourquoi. Parce qu'il était incertain Mopé, il était un petit peu fatigué selon De Zerbi pendant la conférence de presse, on va en parler tout à l'heure. Adrien Rabiot, toujours à son poste, et Greenwood en pointe. Ça, c'est un problème. C'est un problème pour Greenwood. Je vais passer sur l'autre écran. Donc Greenwood, là vous voyez en pointe, il a une belle note, mais en première mi-temps, c'était pas ça. Il a touché 9 ballons en première mi-temps,
dont 0 dans la surface de réparation si je ne me trompe pas, 0 tir, 0 danger, et il commençait à pester sur le terrain jusqu'à la 45e minute. De Zerbi a trop attendu, à mon goût, a trop attendu pour faire ce changement-là. Alors quel changement? Bilan Nadir pour Amine Gouiri. Quand Amine Gouiri rentre à la 60e, ça a changé toute notre attaque. Voilà. Première mi-temps qui a été équilibrée, première mi-temps très fermée. Voilà, je vous montre les stats à gauche. Voilà, pour la première mi-temps, la deuxième mi-temps. Là, vous voyez à gauche. Donc une première mi-temps où l'OM a dominé par la possession, toujours 41 d'expected goals, 0,41 et 0,11 pour les Lyonnais. Très peu d'occasions, match fermé pour la première mi-temps où l'OM n'arrivait pas à se procurer des occasions. Les Lyonnais, ils ont une situation sur un coup de pied arrêté d'une tête de Tolisso et l'OM n'a pas eu vraiment de situation, mis à part Murillo, la frappe dans le petit filet de Merlin et quelques centres de Merlin dangereux, mais mis à part ça, pas de danger. Greenwood n'a rien pu faire et on l'a pas vu. 9 ballons, 9 ballons. On a perdu un petit peu de son talent et en deuxième mi-temps, regardez le changement. Expected goals, 2,83. 2,83 en une seule mi-temps, 1,63 des Lyonnais. Donc c'était une deuxième mi-temps très ouverte. Les Lyonnais ont eu beaucoup d'occasions. D'ailleurs, ils marquent en premier. Et si on n'a pas Rouli, on peut s'en sortir avec 2-0, 3-0 net sans bavure. Le match peut être plié à la 60, un peu avant le but d'égalisation de Greenwood. Ça peut être plié. S'il n'y a pas Rouli, voilà, j'ai vu que la Provence l'avait mal noté à 5 sur 10. Pour moi, je mettrais un 6 minimum. S'il n'y a pas Rouli, peut-être qu'on s'en sort avec 2 ou 3-0 à la 60e. Donc il y avait beaucoup d'occasions. Rongier aussi a été précieux dans ses interventions. Et derrière, on a le talent à l'état pur, voilà, qui a parlé. Avec les remplacements, voilà, je vous montre les remplacements. Avec Amine Gouiri qui rentre à la 60e pour arrondir, c'est à 58e. Donc il apporte franchement beaucoup offensivement. Ça a été le détonateur de la rencontre offensivement parlant. À partir de la 60e, l'OM a dominé, mais vraiment extrêmement et talentueusement. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, de bonnes phases, des talonnades, la louche de Greenwood, le but magnifique de Rabiot, le but qui est beau aussi de Greenwood aussi, et le but à la fin magnifique aussi, parce que le but de Luis Enrique, magnifique. Ce centre de Lirola, cette galette qu'il met, Lirola il rentre à la 80e, il fait une bonne entrée encore une fois. D'ailleurs, contre Lyon, ça lui réussit bien. Il fait un superbe centre en partant de la gauche. Sur le côté droit à Luis Enrique, qui a détaillé la chose dans la conférence de presse d'après-match, où il a dit « C'est deux arbitres qui me demandent de repiquer dans l'axe pour aller frapper au but ». Il a refrappé au but, et juste à 3 mètres du but, le petit plat du pied, pleine lucarne, magnifique but. Voilà, belle rentrée de tous les joueurs. Voilà, donc on va pas parler de Luis Garcia qui rentre que quelques secondes. Voilà, d'ailleurs, Mason Greenwood qui a commencé à faire la moue parce qu'il voulait marquer son doublé. Mason Greenwood qui n'atteint pas les 14 buts de Dembélé pour meilleur buteur du championnat. Il a 13 buts, il a un but, c'est pas bien grave, tu marqueras un doublé la prochaine fois, Mason. Donc Mason qui souriait pas en sortant, mais sur le banc, on l'a vu quelques minutes après, pleine dents sorties avec Nimopé, ça devait blaguer. Nimopé est un bout en train, donc c'est plaisant d'avoir ces joueurs-là aussi qui remettent le sourire sur le visage des joueurs. Quand ils sont en doute ou quand ils sont énervés, d'avoir un joueur comme ça, bout en train, Nimopé, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, il peut amener de la gaieté. Voilà. Et Amine Gouiri a amené autre chose. Parce que si je reviens sur Amine Gouiri, on parle de l'attaquant, ça a été quand même pas mal. On va en parler d'Amine Gouiri quand je vous montrerai sa fiche précisément. Donc tous les joueurs, je vais vous les faire un par un quand on ira sur les notes du côté de l'équipe. Donc pour être plus précis pour Enrique, regardez bien ses stats face aux gros Nice, Lyon, Monaco, Lens, Lille, Lyon. Tous les grosses équipes, mis à part les Puputiens, c'est un but ou une passe décisive. Contre Lyon, c'est une passe décisive au match aller. Et là, c'est un but. Donc Enrique qui passe un cap, non pas en Ligue 1, mais contre les grosses équipes aussi. Donc Luis Enrique, nouveau joueur. On espère que l'année prochaine, il reste chez nous déjà et qu'il confirme en Ligue des Champions. Parce qu'à partir de ce moment-là, on pourra dire qu'on a un très très gros joueur. Là, on a un gros joueur pour la Ligue 1. Ça fait super plaisir. Il confirme de match en match. Il confirme dans la durée. Ça fait 20 matchs déjà. Maintenant, l'année prochaine, il faudra qu'il prouve, Luis. Donc, j'ai confiance. Il y a une petite crainte au fond de moi, mais elle commence à s'amenuiser. Plus on avance dans le temps, plus j'ai confiance en la qualité maintenant, le mental de Luis Enrique qui est passé un cap, qui est désormais papa. Ça lui a fait beaucoup de choses. Ça lui a mis un peu de maturité. Donc Luis Enrique, superbe recrue de cet été. Maintenant, parlons de la recrue de cet hiver. Amine Gouiri ce soir, c'est 32 minutes à peine. Une passe D. Ouais, il comptabilise sa passe D. Donc c'était un tir en fait. En fait, c'est un tir qui est un peu... Alors on pense qu'il est foiré, mais en fait, c'est Matic qui vient le contrer au moment où il frappe. Et derrière, ça va se transformer en passe décisive pour Greenwood au second poteau. Alors, il n'est pas magnifique comme je l'ai dit tout à l'heure dans le débrief, dans le descriptif du but de Mason Greenwood. Mais l'apport d'un Gouiri est très important dans le sens où ça a tout débloqué. 100% de passes, 8 sur 8. 7 touches dans la surface, et ça c'est très important de souligner, 7 touches dans la surface, je commence à m'en mêler, parce que si on compare à Mopé précédemment,
Mopé, c'est 0 tir et peu de présence dans la surface. Il participe à la déviation dans le jeu, très loin du but, à 30 mètres du but, mais il touche très peu de ballons dans la surface. Là, il en touche 7 dans la surface en 30 minutes, j'arrondis. Et il fait 3 tirs, ce que n'a pas fait Mopé depuis 5 matchs. Ça apporte un plus quand même. Ça apporte un plus, que ce soit dans les espaces, parce qu'il a pris beaucoup d'espace, il a permuté avec Luis Enrique côté droit, il est allé à gauche, il est allé dans l'axe. C'est un joueur qui est mobile. Et on avait besoin peut-être de ça. Voilà, moi je voulais un buteur. Peut-être qu'un joueur plus mobile, c'était plus plaisant. Ça nous a réussi ce soir. J'espère qu'il marquera au prochain match. Il a failli marquer plusieurs fois. Il a fait une belle combinaison à un moment donné avec Rabiot, qui a fait un super match aussi. Rabiot, il fait partie des GOAT. Un beau une dans la surface. Il frappe enveloppé. Et l'arrêt de Perry qui a eu un peu de chatasse sur une autre occasion derrière qui stoppe sur la ligne. Mais on va pas parler de ça. On enchaîne maintenant avec un autre joueur. C'est le GOAT de la rencontre. C'est lui. Le talent, l'état pur. Voilà, le meilleur joueur peut-être du championnat de Ligue 1. Je vais pas me cacher, hein, je le redis. Hein, ça fait un moment qu'on le dit. Donc peut-être notre meilleur recrue. Moi j'avais dit Højbjerg en début de saison, mais finalement il nous apporte beaucoup aussi hein, en termes de stats, en termes de résultats, en termes de puissance offensive. S'il n'est pas là, est-ce qu'on aurait vraiment une attaque aussi prolifique, aussi plaisante à voir? Je sais pas, je suis pas sûr. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'on aurait une attaque aussi plaisante? Un autre joueur, je sais pas lequel qu'on aurait pris à la place. Par exemple Adingra. Voilà, Adingra qui était à l'époque visé comme ailier, parce que c'est un ailier Adingra. Lui c'est un ailier de base, je parle de Mason. Est-ce que Mason, on l'aurait pas pris, on aurait pris Adingra? Ça aurait fait la même chose? J'ai un doute. J'ai un doute. Donc là, franchement, bon, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs de cette classe. Allez, on enchaîne avec les notes. Vous avez les notes du côté lyonnais. Donc, il y a un joueur qui a crevé l'écran, c'est Tolisso, qui a marqué le premier but. Il nous a fait chier dans les intervalles. Il y avait Koumbedi aussi qui est monté beaucoup de fois, qui obtient un penalty. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Mais je vais en parler pour tous les joueurs. Tiens. Alors, tous les joueurs. Rouli, bah, comme je vous l'ai dit, il nous a sauvés plusieurs fois. Le 6. C'est mérité. Je resterai sur 6 pour Rouli. Il encaisse 2 buts, ça enlève un peu de notes. Si on encaisse qu'un but, peut-être s'il arrête le penalty, parce que c'est un penalty le deuxième but de Lacazette. Il était pas loin de le sortir. S'il arrête ce penalty, c'est encore un 8. Quoi. On monte encore, parce que c'est pas possible. Bon, il était pas loin, il part du bon côté, mais c'était trop haut pour lui. Balerdi 6, patron de la défense. Sérieux encore une fois. Murillo 7. Alors pour moi, c'est un cran au-dessus de ce que je pense, mais on peut lui donner une bonne note. Il a fait beaucoup d'efforts. Moins offensif qu'à Merlin, mais si on doit comparer à un autre latéral de côté, même si c'est un piston, Merlin, ou plus offensif plutôt qu'un Cornelius, il était plus dans le milieu de terrain plutôt qu'un défenseur. Voilà, c'était un petit peu bizarre le placement de Murillo, mais on va dire qu'il a fait un match plutôt correct. Cornelius, je trouve que c'est sévère. Pour le mettre en dessous de la moyenne, moi je mettrais un 5. Alors sur le but qu'on encaisse, le premier, il est fautif avec Merlin. Dans l'histoire, il y a Merlin et Cornelius qui sont face à Matic, qui arrive face à eux, et Matic, il a tout le temps de faire la passe dans le dos de Cornelius, où il y a Tolisso qui fait un appel. Donc il y a déjà le placement de Cornelius qui laisse à désirer, où il laisse partir dans son dos Tolisso, et Merlin qui ne va pas au pressing. Donc il y a les deux qui sont un peu fautifs. Donc pour moi, bon, c'est un peu méchant de mettre Cornelius à 4 parce que dans le sens où il a gagné tous ses duels aériens, il a gagné pas mal de duels même au sol. Je trouve que dans le duel, il était pas mal. La relance, c'est pas son fort, mais au moins dans les duels, il était présent. Et je trouve qu'à part ça, à part le but, il a été bon dans le match. J'aurais mis un 5. Voilà, 5, c'est la moyenne. J'aurais mis un 5 aussi pour Merlin. Pareil. Premier mi-temps, très bon, apport offensif. Deuxième mi-temps, degré moindre, on l'a moins vu. La fatigue, je pense qu'elle rentre en jeu. Højbjerg Rongier, beau travailleur, des patrons, au milieu, il n'y a rien à dire. Pour Luis Enrique, bah, il marque son but habituel. Voilà, un peu fantomatique la première mi-temps, un peu comme tout le monde offensivement. Mais deuxième mi-temps, il s'est lâché. Plus le temps avancé, il s'est lâché. Il marque son but, il aurait pu même peut-être marquer d'autres buts s'il voulait. Parce que s'il forçait encore un peu, il pouvait frapper au but plusieurs fois. Mais c'est pas. On a vu un Luis Enrique encore qui n'hésitait plus. Voilà, il n'hésite plus. Nadir, première mi-temps qu'il fait, parce que la deuxième mi-temps, il joue que 15 minutes. Elle est intéressante, voilà, dans le sens où il fait beaucoup d'efforts. Il apporte pas offensivement autant qu'un Greenwood à sa place, mais défensivement, dans les récupérations de balles, il est intéressant dans le jeu, dans le cœur du jeu, il a une bonne patte gauche. J'aurais mis 5, personnellement, dans le sens où le premier mi-temps, c'était un petit 6. Deuxième mi-temps, peut-être 4. Voilà, on descendait, parce que deuxième mi-temps, il a une occasion, franchement, où il la manque, franchement. C'est-à-dire la frappe, s'il frappe, ok, il a 20 mètres du but dans l'axe, il peut frapper, il est en bonne position. Par contre, ne manque pas ta frappe. Il fait une frappe à la Rongier, c'est-à-dire il fait une passe au gardien. Au lieu de, s'il voulait pas frapper, il avait Rabiot dans le point de penalty ou Greenwood dans la surface côté droit. Bon, il a manqué un petit peu de lucidité sur cette frappe. Il est jeune, on va lui laisser le temps, on va pas lui taper dessus. 5, je mettrai pour la moyenne pour Nadir. Rabiot côté gauche, plus on a avancé dans le match, plus il était énorme. Voilà, on l'a vu en deuxième mi-temps, c'était un poulpe Rabiot, donc 7 c'est mérité. Et je mettrai même maintenant à 8 pour Greenwood,
parce que sa classe, elle éclabousse toute la Ligue 1 depuis le début de saison. Première mi-temps, ça a été compliqué pour lui, mais je dirais plus par la faute de De Zerbi d'avoir forcé à le mettre en 9. Et d'ailleurs, à la mi-temps, De Zerbi, je regrette qu'il n'a pas pris le choix d'enlever Nadir et de mettre Greenwood plus bas pour mettre Gouiri en pointe. On l'a vu la différence. Voilà pour le résumé de tous les joueurs sur le terrain. Et j'ai fait un résumé plus ou moins de la rencontre, même si on peut enchaîner maintenant avec la réponse de Zerbi auprès de la conférence de presse. Alors je vous lis tout très rapidement, voilà, sans vraiment détailler parce que sinon ça va être trop long. Ça fait déjà 30 minutes, j'avais dit que je dépassais pas. Quel est votre sentiment après ce succès fou? J'ai dit à mes joueurs que j'étais privilégié, donc c'est un message d'amour là de Zerbi, écoutez bien. Et chanceux d'être leur entraîneur, ils ont joué avec un cœur et caractère pendant 90 minutes. Je suis aussi chanceux d'être l'entraîneur de l'OM car ce stade est unique en Europe. C'est un privilège, bien qu'on soit payé pour travailler ici, on devrait payer le billet pour voir ce spectacle. Ce qui veut dire, c'est que les supporters ont tellement spectaculaire, on va mettre ce mot-là, spectaculaire, ouais, parce qu'ils font le spectacle, qu'on devrait payer pour aller dans ce stade-là. Je ne le dis pas pour faire plaisir, mais c'est ce que je pense. Alors, l'idée, c'est que De Zerbi est un ultra de base, de Brescia, donc il a toujours cette ferveur de supporter au fond de lui. Donc ce qu'il voit à Marseille, dans le Vélodrome, ça lui parle. Voilà, je vais pas dire plus. Quelles ont été vos émotions avec cette communion avec le public? Je ne veux pas parler du résultat final ni du classement à la fin de saison. Je ne suis pas venu pour la Ligue 1, mais pour entraîner dans ce stade et le voir exploser. Et il a explosé. Ça récompense les sacrifices faits par le club, Pablo Longoria, Mehdi Benassia et tous les gens qui travaillent à la commanderie. J'enchaîne. Pour quelle raison avez-vous titularisé? Alors on va voir pour quelle raison il a titularisé Greenwood à la place de Mopé, voire de Gouiri en pointe. Et pourquoi il a mis Nadir derrière. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas. On ne le sait pas en fait. Il a eu tort pour ma part, pour ce match-là, mais il aurait peut-être raison pour d'autres matchs. Peut-être que Greenwood, dans les autres matchs, il va réussir en 9. On ne peut pas être sûr. Pour l'instant, il était perdu sur le terrain contre Lyon. Mais Minil Bopé, que je considère comme mon fils, donc il le défend, connaît une période compliquée sur le plan physique. Donc Nil Mopé était peut-être incertain physiquement, il est moins bien physiquement, un petit peu comme Merlin sur les deuxièmes mi-temps, il est moins bien je trouve. Donc c'est pour ça qu'il a préféré mettre Nadir dans le cœur du jeu et mettre en pointe Greenwood. C'est peut-être pour ça aussi que Mopé n'est pas présent dans les surfaces de réparation. Il manque peut-être de jus ou peut-être de vélocité pour aller dans la surface de réparation quand il dévie le ballon. Je parle de Mopé. C'est la première raison. La deuxième, c'est que l'OL a beaucoup de joueurs de talent comme Matic, Tolisso, Cherki, Verretou, Lacazette. Si tu laisses trop d'espace aux Lyonnais, ils te bouffent. Et c'est nous qu'on les a bouffés. On a réussi à bien jouer en première mi-temps, voilà, même si c'était fermé, mais on a manqué de quelques passes. Voilà, il manquait quelques passes pour se créer des occasions. Luis Enrique et Quentin Merlin notamment. Ça, je mettrais plutôt en lien au choix de mettre Greenwood devant, qui était perdu. S'il n'y avait personne à la surface, à la réception des centres de Merlin qui ont été plutôt intéressants en première mi-temps, c'est ta faute de Zerbi, c'est pas la faute de Merlin. Je dis ça, je dis rien. La présence de Greenwood n'était pas dans la surface. En deuxième mi-temps, Gouiri a davantage joué avant-centre alors que Greenwood était en plus en soutien. Et c'était parfait. Greenwood, il faut le laisser en électron libre en soutien de l'attaquant. Ouais, il faut le laisser faire ce qu'il veut. Il faut le laisser étaler son talent. Voilà, étaler le talent de Greenwood. Il a du talent à revendre. Faut pas les brider les joueurs comme ça. C'est des joueurs que, comme je l'avais cité dans mon live, tu peux comparer au Messi du Barcelone. Certains vont me dire, ouais mais t'es dingue. Non, je le dis. Un Messi de Barcelone, il n'était pas bridé. Voilà, à l'époque où il s'était imposé au Barça, je parle pas au début de sa carrière, on lui disait pas tu vas jouer à droite et tu longes la ligne. Non, on lui disait fais comme tu le sens, c'est toi le patron, qu'est-ce qu'il y a, tu veux un petit citron? Non, non, c'est lui qui choisissait. Greenwood, je dirais pas à ce point-là, mais laissons libre cours à son talent. Il fallait manger l'adversaire sans le laisser respirer. Je continue. Et là, donnée importante, regardez en rouge. Qu'avez-vous pensé de l'entrée en jeu d'Amine Gouiri? Déjà passeur décisif, je vais donner mon avis, très fort dans son entrée. Le voyez-vous jouer à l'avenir? Où le voyez-vous jouer à l'avenir? Je le vois sur le terrain, la petite boutade. Donc il lui dit, où tu le vois jouer? Bah sur le terrain, il va jouer, t'inquiète pas. Où on verra de match en match. Quand il est là, il élève le niveau technique. Il est rapide, imprévisible, difficile à lire. Il peut jouer avant-centre, mais je n'oublie pas Nil Mopé qui a été un élément important depuis le début de notre saison. Quand on regarde l'effectif de Nice, Lille ou Monaco, sans parler du PSG, ils ont 22-23 joueurs. Donc, on finit avec le mercato, encore une fois, on doit renforcer notre effectif. Voilà, avec l'arrivée de tous les joueurs qui sont arrivés pour l'instant, même Dedic, je ne sais pas s'il le comptait là-dedans, il faut encore des joueurs. Donc le milieu terrain, et pourquoi pas un défenseur central comme Anselmino, voire peut-être un autre encore. On verra bien. Peut-être moi je vois bien un joueur technique arriver, pourquoi pas. Cette victoire peut-elle vous donner un élan pour la suite? Les matchs retour sont toujours plus durs, on ne voulait pas perdre à Nice. Le plus dur, c'est de repartir de l'avant après une défaite, de ne pas être marqué. Il faut pouvoir réagir tout de suite au prochain match. C'est ce qu'on a fait ce dimanche contre Lyon. Soit
et j'ai beaucoup apprécié. Donc on a beaucoup apprécié. Voilà la réaction de De Zerbi. Maintenant la réaction de Valentin Rongier qui nous dit on est très content du déroulement de la rencontre et qu'il y a eu du spectacle pour nous et pour tous ceux qui étaient devant leur télé et leur stade ou au stade pardon. Ici à domicile, on se doit d'être à 200% quand on voit comment ils nous soutiennent. Ce soir on s'est battu, on a été meilleur que Lyon. Dernière petite anecdote, petite boutade pour la photo de la soirée avec Lacazette qui nous met une petite clim, avec Verretou qui rigole derrière, cet enfoiré. Il nous met une clim pourquoi? Pour le penalty qui marque? Pour le 2-2? Ok, mais derrière, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, à la fin de match, t'étais comme ça. Voilà la petite boutade avec Lacazette qui chiale comme un gosse, comme tous les Lyonnaises qui chialent après cette rencontre. Et ils sont désormais, comme je vous l'ai dit, on revient sur le classement. Le classement, je vous l'ai même pas montré, tiens. Je vous le remontre. Hop, stats, hop, le classement, il est juste là. Voilà. Donc on est à 10 points d'avance sur les Lyonnais. Si je vous l'ai montré, mais on termine par ça. Voilà, une bonne note. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé avec vous. Je regarde à droite à gauche, je pense avoir tout abordé avec vous. Il n'y a plus d'informations mercato. Et on enchaîne avec quoi? Le gros écran. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez le